Le cancer. Une pensée vertigineuse qui bouleverse une vie, traverse le quotidien, transforme les relations et réinvente les priorités. Mais derrière ce mot, il y a avant tout des histoires, des visages, des voix humaines et singulières. Bienvenue dans Le Cancer et moi. Un podcast où nous tentons de mettre des mots sur la maladie et ses réalités sociales. Le cancer chez les hommes reste un sujet tabou, encore trop peu abordé, souvent plein d'idées reçues. Parler du cancer pour un homme, c'est toucher un territoire souvent entouré de silence. Dans une société où l'on attend encore trop souvent des hommes qu'ils soient forts, invulnérables, solides, la maladie vient brutalement fissurer ces codes de la masculinité. Beaucoup se retrouvent alors à vivre leur cancer dans une forme d'isolement émotionnel, pris entre la peur, la pudeur, et l'idée qu'exprimer sa fragilité serait un aveu de faiblesse. Pourtant, qu'il s'agisse du cancer de la prostate, du testicule ou d'autres formes, les hommes sont directement concernés par la maladie elle-même, évidemment, par les dépistages, par leur rapport au corps, à la santé et parfois à la vulnérabilité. Que signifie avoir un cancer chez l'homme ? Pourquoi les hommes font-ils plus l'autruche face à la maladie ? Comment les accompagner et libérer leurs paroles ? Dans cet épisode, nous donnons la parole à Pascal Bataille, Philippe et Patrick, accompagnés du regard d'experts du docteur Olivier Cusneau et de la psychologue clinicienne Maria Collot. Pascal Bataille, un visage bien connu du public français, a été diagnostiqué en 2024 d'un cancer des poumons. Si l'idée de tomber malade représentait pour lui une source d'angoisse, son entourage lui a permis de rester serein durant les périodes difficiles liées à la maladie. Pour un homme, effectivement, on a tendance à se regarder un petit peu le nombril et à se plaindre pour la moindre petite anicroche. Mais j'aime pas la douleur, mais je vis avec depuis très longtemps. Parce que j'ai eu des fractures, j'ai des acouphènes, etc. Donc la douleur, la gêne, je vis avec depuis plus de 30 ans. Et donc, je suis quand même pas un trop mauvais malade. Mais si on veut le dire comme ça. Mais en revanche, j'ai eu toujours très peur de la mort. Et donc, la maladie, c'est souvent, ça évoque évidemment souvent la mort. Et de ce point de vue-là, c'était pour moi, alors j'étais pas le malade imaginaire, mais quand j'imaginais en revanche la maladie grave, j'étais angoissé à l'avance, voilà. Et jusqu'au jour où j'en ai une, mais on en reparlera, et où ça s'est pas passé exactement comme je l'imaginais. Mais je me suis toujours dit, le jour où on te dit t'as une maladie grave, un cancer, un gros problème cardiaque, etc. Le jour où tu dois être opéré du cœur, parce que j'ai un petit truc à surveiller au cœur, et donc on m'a dit un jour peut-être il faudra t'opérer à cœur ouvert, etc. Et je me dis mais comment tu vas au bloc opératoire, dans quel état tu es en te disant que peut-être tu vas pas te réveiller, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Ça m'angoissait énormément. Voilà, donc j'ai vécu quand même des années avec ça. Quelque part une sorte d'épée de Damoclès de la maladie grave qui un jour peut m'arriver et certainement je vais m'effondrer, je vais être déprimé, je vais être angoissé. Mais alors justement, quand on te diagnostique ton cancer du poumon, tu le reçois comment ? Eh bien, justement, totalement à l'inverse de ce que j'imaginais, c'est-à-dire que je me sens, et je n'en tire aucune fierté parce que vraiment ça s'est fait à l'insu de mon plein gré comme disait l'autre, je ressens une sorte d'un mélange de sérénité et de fatalisme, si tu veux, mais fatalisme dans le bon sens du terme. Je me dis, voilà, ça y est, c'est mon tour. Et au lieu d'être envahi par l'angoisse comme je l'aurais cru, je suis au contraire, je ressens une sorte de paix qui m'envahit et mon premier réflexe c'est d'appeler mon ex-femme qui est ma meilleure amie, qui sort elle à l'époque d'un cancer du sein dont elle vient d'apprendre qu'elle est guérie, donc au bout de 5 ans de rémission.
Et je lui dis, bon, je l'appelle, je lui dis, bon, voilà, c'est mon tour, en fait. Mais sans... et elle me dit, ah bon, ok. Enfin, elle, du coup, angoissée, inquiète, etc. Et je lui dis, oui, mais t'inquiète, ça va aller, voilà, ça va aller. Et en fait, mais je n'ai jamais compris, enfin, je cherche encore. Il y a quelques raisons qui me viennent à l'esprit, mais je cherche quand même encore où j'ai puisé cette réaction-là. Je parle même pas de force, parce que tout de suite, si on dit force, on est dans le qualitatif et enfin, on a l'impression de se jeter des fleurs. Et il y a aucune faiblesse je pense au contraire, à plonger non plus quand on apprend ce genre de nouvelles. Mais d'où est-ce que j'ai sorti ce calme et ce type de réaction? Je ne sais pas très bien. Mais en tout cas, j'ai échappé, effectivement, et c'est une chance extraordinaire, parce que garder le moral, on en reparlera, c'est aussi essentiel dans le process de guérison, j'en suis convaincu. Donc j'ai échappé à cette angoisse dont j'ai toujours, depuis des années, été persuadé qu'elle m'envahirait totalement et qu'elle me paralyserait. Donc tu t'es senti vulnérable, mais en même temps, tu t'es senti capable de le gérer. Je me suis senti vulnérable, c'est-à-dire j'ai pris conscience de la gravité de ce qu'on me disait, parce qu'ils m'ont pas caché que c'était déjà une tumeur assez avancée, un stade assez avancé, et donc je savais que c'était grave. Pour l'anecdote, j'ai dû faire évidemment plein d'examens, dont une IRM du cerveau pour voir s'il n'y avait pas de lésion au cerveau. Et il se trouve que ma belle-sœur est neuroradiologue et fait des IRM, donc on est allé la voir avec mon ex-femme pour faire mon IRM, et je parle un peu avec elle avant. Voilà, et puis ils me font la petite injection, je pars, et mon ex-femme va avec elle dans la salle d'examen, et elle lui dit mais il est complètement dans le déni, Pascal, il se rend pas compte. Et voilà, c'est l'impression que je donnais aux gens, en fait, c'était que j'étais dans le déni, mais pas du tout. Mais voilà, il y avait cette conviction que soit j'allais m'en sortir, soit si je m'en sortais pas, de toute façon tout aurait été fait pour que je savais que j'étais en de super bonnes mains, je savais que j'étais hyper accompagné affectivement par cette femme géniale qui est aujourd'hui mon ex, mais qui m'accompagne quand même, et à qui je donnerais un rein si elle en avait besoin, par mes enfants qui étaient tout de suite là. Et je me suis dit, bon, de toute façon, je peux rien y faire que justement essayer d'y croire et faire ce qu'on me dit de faire, et puis voilà, et advienne ce qui adviendra, advienne que pourra. Mais en tout cas, je vais vivre ce truc en y croyant. Voilà. Mais là, je donne l'impression de dire que c'était déterminé. C'est une lecture a posteriori, en fait. C'est comme ça que j'ai l'impression de l'avoir vécu, mais en fait, ça s'est fait naturellement, spontanément, sans que j'ai à mobiliser des ressources psychologiques que je n'ai pas, ou morales que je ne prétends pas du tout avoir. Et je suis pas un warrior du tout. Je me suis effondré dans ma vie plein de fois pour des ruptures amoureuses, pour des histoires plus ou moins plus impactantes, des décès autour de moi qui m'ont vraiment touché très fortement. Donc je suis pas du tout un mec hyper fort, tu vois, blindé, une sorte de héros du combat. Non, je sais pas pourquoi. Voilà, mais ce que je sais, c'est que ça m'a drôlement aidé. Et là, tu nous parlais de la famille, justement, de ton ex-femme, de tes enfants. Est-ce qu'il y avait dans ta famille, dans le passif de ta famille, un terrain, des gens qui avaient déjà eu ce type de cancer ou pas du tout? Des hommes? Ce type-là, non. Mon père avait eu un cancer de la prostate, comme beaucoup d'hommes, hélas. J'ai une grand-mère qui est morte d'un cancer de l'utérus qui a dégénéré en cancer généralisé. Il y a très longtemps, et on soignait beaucoup moins bien, évidemment, ces pathologies-là à l'époque. Comment ont réagi tes 4 fils? Comment tu leur as dit, comment tu leur as annoncé? En tant que garçon, comment ils ont vécu la chose? Ils l'ont vécu... ils ont été assez bouleversés. Ils se sont impliqués tout de suite beaucoup, surtout les 2 aînés, parce que j'en ai 2 qui sont adultes, et puis un qui est en jeune adulte, on va dire, qui vient de passer la vingtaine, et le dernier qui est encore un grand ado, qui avait 16 ans. Les 2 aînés se sont vraiment tout de suite bougés. En plus, on a un peu dans la famille, etc., la chance d'avoir des médecins, donc ils ont remué ciel et terre pour trouver les meilleurs spécialistes, voilà. Donc eux, ils ont réagi par l'action.
y en a un qui a réagi par le silence pudique et une sorte de... Enfin, il me traitait comme si j'étais une sorte de chose fragile, mais il n'osait pas en parler. Et le dernier qui a cette désinvolture et de la jeunesse et de son caractère, parce que voilà, il est comme ça, c'est un rayon de soleil permanent et qui lui était beaucoup dans la volubilité, en me disant ouais, ça va, ça a l'air d'aller, enfin qui essayait d'être un peu dans le déni et qui m'a dit un jour, parce que cette année-là j'avais fait un raid sportif très dur en Laponie avec mon amie Lorraine qui est atteinte de la maladie de Charcot, et où j'étais quand même allé, j'ai plus 20 ans et un peu au bout de mes limites moi-même physiques, et j'étais sorti très grandi humainement de ce défi-là. Ensuite, on avait fait avec Lorraine Fort Boyard, où j'avais fait des trucs un peu incroyables voilà, et relever des défis. Et donc, il m'a dit, en fait, voilà, c'est la dernière aventure de l'année, mais tu vas t'en sortir comme des autres. Voilà. Bon, et en fait, ils ont été quand même assez formidables, mais et du coup, j'ai réalisé simplement après l'opération qui s'est très bien passée, et quand il s'était avéré que j'allais bien et que il y avait plus de cellules cancéreuses pour l'instant, et que voilà, donc j'étais en rémission. Et là, c'est simplement à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point en fait ils avaient été angoissés. Je suis un peu ému de le dire. Et en fait, ça m'a... Non, ça va. Non, parce qu'en fait, ils ont été vachement plus inquiets que moi, en réalité. Et quand tu réalises ça, tu te dis, en fait, j'ai fait souffrir, enfin, sans le vouloir, évidemment, mais enfin, ils ont été beaucoup plus dans l'angoisse, dans la souffrance que moi-même, alors que c'est moi qui étais malade. Donc, mais ils ont très très peu montré. Donc, voilà, merci à eux d'avoir été aussi formidables. Et parce que c'est vrai que quand tes proches, on parle pas assez aussi des aidants et des accompagnants dans la maladie. Et Dieu sait que dans la maladie de Charcot, encore une fois, pour reparler 2 secondes, même si c'est pas l'objet de ce podcast, le rôle des aidants, il est incroyablement difficile et nécessaire en même temps. Mais on parle pas aussi assez de l'environnement des malades, en fait. Et à quel point quand t'aimes quelqu'un, c'est dur de le voir malade, c'est dur de savoir comment tu dois réagir, c'est dur de supporter les moments de découragement ou les moments d'euphorie, de savoir quelle attitude adopter, sur quel ton être. Et ils ont été, eux, vraiment géniaux. Mais voilà, on parle des malades beaucoup, pas assez, mais on parle sûrement pas assez de ceux qui vivent la maladie à côté et qui sont forcément, sauf ceux qui s'en foutent totalement et qui sont dans l'égoïsme total. Mais voilà, quand t'aimes quelqu'un et que tu le vois malade, c'est très très compliqué de savoir quelle attitude avoir et comment être pour être au mieux. Et eux, ils ont été top, vraiment, j'avoue, ils ont été top. Et après, ils ont lâché le truc, et en fait, j'ai compris qu'eux, ils me voyaient, et même mon ex-femme, pareil, ils me voyaient quand même un pied dans la tombe déjà. Et moi, non, en fait. Le professeur Olivier Cusneau est urologue et président de l'association ANAMACAP, une association de patients atteints de cancer de la prostate. Il côtoie au quotidien, au sein de l'association ou en consultation, des patients hommes qui font face à la maladie. Sur la santé mentale, il y a plusieurs choses à dire. La première chose, c'est la peur du cancer qui rejoint un peu la prévention. Il est essentiel, quand on informe sur le dépistage, de bien dire que dans la grande majorité des cas, en fait, on risque de trouver un cancer, mais un cancer qui n'aura aucun risque évolutif parce qu'on l'aura pris à temps. Pour ne pas arriver à un diagnostic et annoncer le mot cancer, est-ce que dire, quand on a annoncé le mot cancer, de dire non, c'est un cancer qui n'est pas grave, là, ça marche pas bien sur le plan mental et psychologique. Il faut vraiment l'anticiper avant pour bien expliquer qu'il y a différentes formes de maladies et qu'on fait du dépistage, entre guillemets, pour trouver finalement
des formes de cancer, mais qui sont tellement peu évolutifs qu'on va refaire du dépistage sur ce cancer, mais de façon beaucoup plus stricte ou beaucoup plus ciblée. Le deuxième point psychologique, c'est que quand il y a l'annonce du cancer, c'est un problème de couple aussi. Et donc là, il y a tout un abord, entre guillemets, psychologique, santé, à la fois de l'homme et de la femme au sein du couple, et qui peut nécessiter une prise en charge avec éventuellement un sexologue ou un andrologue, aussi en fonction des traitements qui sont proposés. Souvent, en fait, c'est plutôt leur épouse qui vont les aider à en parler. Donc, les femmes ont un rôle important vis-à-vis des hommes pour les pousser aussi au dépistage et à en parler. Parce que c'est vrai que l'homme, spontanément, déjà, il s'occupe pas vraiment de sa santé, généralement avant la retraite, voilà. Et c'est souvent les épouses qui, elles, sont même habituées à avoir des dépistages réguliers et qui adhèrent à ce dépistage, ce qui est différent des hommes. Donc, il y a un rôle, je dirais, de couple aussi dans l'accès à l'information pour le dépistage et la pratique de ce dépistage. Il y a 6 ans, Patrick apprend qu'il est atteint d'un cancer de la prostate. Aujourd'hui, il est un des membres actifs d'AnamaCap et anime notamment les Cafés Prostate, un espace d'échange bienveillant entre patients atteints d'un cancer de la prostate. Alors, j'ai eu la chance de rarement être malade. J'ai eu la chance d'avoir quelques grippes, quelques rhumes, comme tout le monde, mais rien de très grave. Je suis soigné depuis une trentaine d'années pour de l'hypertension artérielle qui est certainement héréditaire. Et donc, le dernier événement en date et marquant dans ma vie, ça a été il y a 6 ans, ça a été l'annonce de ce cancer. D'autant plus que l'annonce s'est particulièrement mal passée. L'urologue s'est comporté comme un sauvage, c'est-à-dire que j'avais rendez-vous avec lui, il me fait rentrer dans son bureau, il va refermer la porte et il revient tout guilleret en me disant: alors, monsieur Héninger, vous avez un petit cancer, comme si c'était une bonne nouvelle, quoi. Et là, c'est le rideau de fer qui est tombé d'un seul coup sur ma vie. Parce que j'ai pas retenu petit, j'ai retenu cancer. Et malheureusement, cancer, c'est jamais de bon augure. Et là, j'ai entendu peut-être 5% de ce qu'il a pu me raconter, tellement j'étais abasourdi, sous le choc, sidéré par cette annonce. D'autant plus de la façon dont il s'y est pris, brutalement, quoi, sans préliminaire. Ça a été choquant, voilà, c'est quelque chose que j'ai mal vécu. Heureusement, dans les phrases que j'ai pu capter, j'ai entendu: je ne vais pas vous opérer. Là, ça a été quand même un peu un soulagement, parce que je ne savais pas ce que ça signifiait, le cancer de la prostate, mais au moins que l'on ne m'opère pas, que l'on ne touche pas à mon intégrité, c'était une relative bonne nouvelle. Et donc, il m'a proposé, il m'a pas demandé mon avis, hein. Donc, il m'a dit: je vais vous mettre sous hormonothérapie pendant 3 ans. Bon. Alors, je suis sorti de chez ce médecin. Arrivé à la maison, je me suis précipité sur Internet pour chercher de l'aide, pour chercher une bouée, parce que j'avais l'impression d'avoir été jeté dans une piscine sans savoir nager. Donc j'avais besoin de respirer, d'avoir de l'air, d'avoir de l'aide. C'est comme ça que j'ai découvert l'Association nationale des malades du cancer de la prostate. Je les ai appelés, ils m'ont écouté, ils m'ont conseillé, ils m'ont soulagé, ils m'ont éclairé. Ça a été vraiment la bouée de secours que j'attendais. Et j'ai donc décidé d'adhérer à cette association dès le premier appel.
Oui, parce que cette annonce du médecin et le peu de renseignements qu'il m'a donné, ça m'a laissé tout un tas d'interrogations, y compris sur éventuellement mes chances de survie ou pas. C'est quand même quelque chose d'important. Et je me suis inscrit à l'Assemblée générale qui avait lieu en septembre 2019 à Paris. Et j'en ai profité pour demander un rendez-vous avec un urologue chef de service de l'hôpital Tenon, qui depuis est devenu notre président. Mais à l'époque, je l'ai rencontré comme responsable de notre conseil scientifique et comme urologue de renom pour avoir confirmation du protocole de soins que m'avait donné son confrère. Ce qui a été confirmé. Mon épouse m'avait proposé, le jour de cette annonce malheureuse, m'avait proposé de prendre un jour de congé pour m'accompagner. Et pour ne pas qu'elle perde une journée, je lui ai dit non, c'est pas la peine, il n'y a pas besoin. Et vous pouvez pas savoir comme j'ai regretté. Parce que c'est quelque chose maintenant que l'on conseille aux patients, c'est de ne pas aller seul en consultation. Parce que on prend un choc tellement violent qu'on n'est plus... On est physiquement dans la pièce, mais l'esprit, il est parti ailleurs. Donc, il faut avoir quelqu'un avec soi, un témoin, pour entendre ce que le médecin dit. Voilà. Et donc, à propos de l'association, quand je l'ai contacté, quand j'ai appelé, eh bien, je suis tombé sur Frédéric, notre secrétaire, et plus tard sur Laetitia, notre déléguée générale, qui sont tout de suite réconfortantes, qui ont de l'écoute, qui ont de la bienveillance. Et c'est vraiment tout ce dont on a besoin dans ces moments difficiles. C'est voilà, d'être aidé. On a besoin d'être aidé, réconforté, savoir qu'on n'est pas seul, qu'il y a des solutions, que l'association dispose d'informations, de solutions. C'est vraiment quelque chose qui devient très important. Je pense que la pudeur est mal placée. Ça reste une question de santé. C'est vrai que la prostate elle-même est mal placée. Elle est à un carrefour géographique. Elle est au milieu du passage de l'urètre. Elle est à proximité des organes reproducteurs. C'est vrai que c'est une partie intime dont les hommes n'ont pas tendance à parler. C'est dommage, parce que malheureusement, les hommes se renferment, s'isolent, et ça ne règle pas le problème. Par nature, j'ai eu un comportement différent, je n'hésite pas à en parler. Cet ami dont je vous parle, on a un loisir commun, et dans le cadre de ces loisirs, j'ai fait connaître à tout le monde que j'étais atteint d'un cancer de la prostate. Je n'hésite pas à en parler. Ce qui délie les langues, la preuve, ce copain, il s'appelle Laurent, m'a parlé de son cancer d'un testicule. Et puis, quand on commence à en parler, on se rend compte qu'on est très nombreux. C'est, je parle de la prostate, là, un cancer sur 4, ça fait beaucoup de monde. Et pratiquement dans toutes les familles, il y a des cas de cancer du sein, cancer de la prostate, qui sont les plus fréquents. Mais c'est pas un sujet de conversation, voilà. Ça fait partie de l'intimité et à juste titre. On parle des hommes, on parle du cancer de la prostate. C'est vrai que les femmes ne vont pas avoir tendance, quand elles sont en présence d'un homme, de parler de leur cancer du sein ou du cancer du col de l'utérus. C'est quelque chose qu'elles n'ont pas forcément envie de partager avec les hommes. Par contre, elles le partagent très bien entre elles. Je suis admiratif parce que les femmes se soutiennent, elles se parlent, elles se réconfortent. Et quand on voit les actions qui sont menées pendant le mois d'octobre au nom d'Octobre Rose, je suis vraiment ébahi et je suis un peu jaloux. J'aimerais bien qu'un jour les hommes prennent en main Novembre Bleu, qui est le mois des cancers masculins,
à la même hauteur que les femmes le font pour Octobre Rose. Et je m'y emploie, mais il y a du boulot. Alors justement, vous parliez du fait que vous aviez pris part à Annamacap. Vous intervenez dans les cafés prostate. Donc là, vous Oui. vous confrontez donc à des personnes qui sont elles-mêmes atteintes de la pathologie. Comment vous recevez ça? Comment vous avez le sentiment que ces personnes qui s'adressent à vous le vivent? Pratiquement à tous les coups, la réflexion à la fin du premier café prostate partagé, les, les patients me disent: Ah, j'ai hésité, j'osais pas venir, j'avais pas envie, c'est ma femme qui m'a forcé. Mais alors, vous pouvez pas savoir le bien que ça me fait de voir que je ne suis pas tout seul, que on est une communauté, que on est là pour s'entraider, pour recevoir des conseils, y compris sur des sujets dont on va pas parler dans la rue, les problèmes de vie intime, de dysfonction érectile, de fuite urinaire, de toutes les complications qui sont liées à la maladie. Euh, et donc, on leur donne des solutions à travers les soins de support, à travers de la documentation. Et quand je ne sais pas répondre à une question qui m'est posée, parce que je ne suis pas médecin, je suis patient, à ce titre, je ne donne jamais un avis médical, un conseil médical. Mais quand je ne sais pas répondre à une question, je la note et je dis: écoute, je me renseigne et je reviens vers toi, je te donnerai la réponse. Et donc je m'adresse à l'association qui a plus de 20 ans d'expérience, 20 ans d'historique de conseils scientifiques, de documentation de toutes sortes. Au besoin, sur une question particulièrement pointue, on peut solliciter le conseil scientifique si on n'a pas la réponse à notre question. Et donc, au café prostate suivant, je reviens vers celui qui m'a posé la question et je lui dis: voilà la réponse, voilà ce que tu peux faire, voilà qui tu peux consulter, etc., etc. Maria Colo est psychologue clinicienne depuis 35 ans. Son travail est notamment d'accompagner les patients et les familles tout au long de la maladie et elle intervient également au sein de la Ligue contre le cancer. Déjà, de prime abord, j'interviens plus avec des femmes que des hommes, même un soutien psychologique, même n'étant pas malade. Et parce que la problématique de l'homme, c'est de manière globale, et dans la problématique essentielle de ne pas pouvoir s'exprimer ou exprimer leurs émotions. Donc, il faut apprivoiser l'homme. Alors, ce qui se passe dans le moment de cancer chez l'homme, on va se référer juste à l'homme, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en psychologie et la partie sociale une souffrance globale. La souffrance globale, elle va se diviser en souffrance sociale, en souffrance physique, souffrance spirituelle et souffrance psychologique. Que chez l'homme, c'est beaucoup plus marqué, en fait, parce que lorsqu'il y a un cancer qui se déclare et quand l'homme il est encore dans l'activité, il a une rupture totale et absolue de toutes ses compétences, toutes ses capacités, donc une cassure, si vous voulez, au niveau de la légitimité d'existence, mais aussi de l'image du corps, etc., etc. Donc c'est un truc inimaginable. Bien évidemment, il y a la souffrance physique, tout ce qui est lié aux douleurs, le fait de mal vivre les traitements, etc. Avant tout ça, il y a également une souffrance inimaginable qui est donnée par l'annonce, le diagnostic. En général, le diagnostic chez l'homme, il est vraiment extrêmement mal vécu parce que souvent, il va essayer de relativiser, de mentaliser, de rationaliser ce diagnostic qui est fatal. Donc, du coup, il va le vivre seul. Et il y a la souffrance spirituelle, mais la souffrance spirituelle, elle n'est pas seulement liée à la souffrance, je dirais, d'une croyance quelconque. C'est plutôt au niveau des valeurs de leur vie.
comment ils se sont construits en tant que personnes. Donc, il va y avoir un questionnement profond de tout ça, puisqu'il y a une rupture. Il y a un clivage entre l'avant et l'après. Je n'existe plus. Voyez? Et la souffrance psychologique, elle, c'est majeur, puisque sont des personnes qu'en général, la colère va prendre une dimension assez importante. La colère envers soi, déjà, c'est la sensation de se trahir soi, la sensation que son corps il est trahi, mais aussi la colère envers les autres, envers l'équipe médicale, les accompagnants, etc., etc. Donc, la souffrance physique, je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué par les douleurs, le inconfort, la perte d'autonomie. Ça, c'est terrible pour l'homme. Quand tu commences notamment à être alité, ou quand tu commences à ne pas pouvoir se déplacer, ou même pour manger ou quoi, c'est un élément qui va se greffer à tout ça. Et du coup, si vous voulez, ça va majorer la problématique au niveau familial. Pourquoi? Parce qu'en général, les aidants principaux sont les couples, les femmes, les compagnes ou les parents dans ces cas. Et surtout que l'homme, il parle pas de sa souffrance psychique. Donc, dans la souffrance sociale, je vous ai dit la rupture et tout ça. Et en définitive, quand nous, les psychologues, on essaie d'intervenir, la plupart des hommes, ils restent très réfractaires. Je suis pas fou, j'ai pas besoin, je suis capable de gérer mes propres émotions, je ne souffre pas, ça va aller. Et donc, ils vont employer, si vous voulez, beaucoup de mécanismes de défense. C'est à la base de tout ça. Tous les mécanismes de défense qui l'amènent à rationaliser la maladie et aussi l'empêchement à la remise en question par rapport à la vie et surtout à pouvoir lui donner un sens à la maladie. De la plupart des hommes que je vois, que ce soit à l'hôpital, à la Ligue ou ici, bon, ils sont pas beaucoup, à vrai dire, parce que c'est pas eux qui sollicitent l'accompagnement psychologique, même si le médecin ou les infirmiers le proposent. C'est assez compliqué. Cependant, les sommes que j'ai eues jusqu'à maintenant, Dieu merci, on a réussi à faire un gros chemin au niveau de l'émotionnel. C'est-à-dire de pouvoir détrôner quelque part ces mécanismes défensifs qui les amènent à une souffrance majorée, mais aussi à la famille, de la part de la famille, la souffrance de la famille. Je ne sais pas s'il y a de bons conseils à donner, et tout simplement parce que quand la maladie elle arrive, quand elle irrompt dans la vie de quelqu'un, notamment chez l'homme, et il va y avoir beaucoup de traumatismes qui vont émerger aussi du passé et qui ne parlent pas souvent de ça. Deux, il va y avoir la notion de l'attachement qui va se remettre à nouveau en questionnement. L'attachement à quoi? À la vie, à soi-même, à l'autre, vous voyez? Et notamment, comme on a déjà dit, tout ce qui est les domaines de l'émotionnel. Et donc, dans ces cas-là, c'est extrêmement compliqué pour les aidants proches, qui que soit la personne proche, parce qu'il y a la notion de non-dit. Et souvent, ce que je vois chez ces patients, c'est qu'ils vont pas dire, je me répète, mais c'est vrai, c'est parce qu'il y a la rationalisation, parce qu'il y a des mécanismes de défense qui sont archi fermés, et aussi parce qu'il y a un besoin, une envie de protéger les autres. Si je dis pas la souffrance que j'ai, néanmoins l'autre il le saura pas, donc il va pas souffrir. D'ailleurs, je voulais vous raconter une petite expérience que j'ai eue ces jours-ci. C'est que un monsieur que je vois par l'hôpital, donc je fais beaucoup de domiciles, donc je suis allée le voir hier. Ce monsieur, il a un cancer de poumon grade 4, donc terminal, quoi. Et ce monsieur, il a jamais parlé de ses émotions. Jamais, jamais.
Donc, de plus, il a une fille qui est en 4e, 5e année de médecine, l'autre qui fait sa vie, et sa femme. Donc, vous voyez, c'est archi compliqué parce que tout le monde le sait, mais personne ne se dit. Personne ne se parle. Donc, on a beaucoup travaillé tout au long de notre accompagnement sur la possibilité de dire. Et enfin, il a dit à sa femme, et ça a été extraordinaire, ça m'a fait pleurer même, puisque je trouvais ça génial. Il lui a écrit un message, un SMS, pour lui dire combien il l'aimait, combien il le remerciait d'être là, et que finalement la vie, elle s'écourte petit à petit, mais qu'il tenait fortement à lui dire combien il l'aimait, combien il le remerciait, tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Oh, ça a été libérateur. Et quand je lui ai posé la question à ce monsieur hier, il m'a dit, si vous savez comment je me sens léger. Vous voyez? Donc, du coup, ça prouve quoi? Ça prouve que même si on est différent au niveau de l'identité sexuelle des hommes et des femmes, on a tous été construits, émotionnellement parlant, égaux. Voyez-vous, c'est juste que par une question de culture, d'éducation, je ne sais quoi, il y a cette espèce de, vous voyez, des murs qui s'installent. Et pour répondre à ces questions, pour les familles, les aidants proches, c'est vraiment très, très dur, puisqu'ils sont dans l'action, ils sont dans l'accompagnement, dans l'essai de tout ce que vous voulez, mais des mots, ils ne se disent pas. Et quand ils essayent de dire, il y a un véritable blocage. Vous voyez? Donc, il n'y a pas une... je dirais que peut-être une solution plausible, c'est que la famille se fasse accompagner par une personne externe et que le malade en soi, même s'il est réfractaire à l'accompagnement, s'il y a un accompagnement extérieur, ça pourrait aider. Vous voyez? Pour débloquer. Philippe a 64 ans. Atteint d'un cancer du pancréas, membre de l'association Espoir Pancréas, ancien grand sportif, utilise justement le sport comme arme face à la maladie. Et puis moi je suis un déconneur de maladie, j'en ai parlé dès le début, et puis j'ai tourné ça un peu en rigolade, parce que je disais, c'est à 60 ans, normalement je devrais avoir une Rolex, et j'ai un cancer, donc je me suis fait avoir. Donc sur le ton de l'humour, parce que vous savez, c'est le truc de la blague, là, à 50 ans, si tu n'as pas une... c'est le Rolex, c'est ça. Si tu n'as pas une Rolex, tu as raté ta vie. Donc je tournais ça un peu à la rigolade, et bon, je parlais, et après j'ai arrêté de parler, parce que je sentais que on dérange quand on parle de la maladie ou de la mort, les gens, ça les gêne. Parce que c'est vrai que moi j'ai quelques collègues et quelques personnes dans ma famille, c'est vrai qu'il y en a, dès qu'ils se piquent le doigt, il faut appeler l'hélicoptère du SAMU, donc donc c'est compliqué, ça, la parole, c'est compliqué. Et donc, en tant qu'homme, vous, le rapport à la maladie, c'est quelque chose qui... Vous n'aviez pas de peur particulière, c'était quelque chose qu'on affronte? Non, ça, je me suis jamais posé cette question. Moi, est-ce que je devais me taire ou est-ce que je devais parler? Moi, dès que j'ai su que j'avais un cancer, à mon boulot, j'avais parlé à la famille, voilà, quand je croisais des gens dans la rue comme un nez, comment tu vas, je sortais ma vanne à 2 balles sur la Rolex, et puis voilà. Après, chacun réagit comme il le sent, parce que moi j'ai croisé des gens, des copains, des copines, chacun réagit. Une cousine aussi qui est un peu comme moi, j'ai une cousine aussi qui est dans le même état d'esprit que moi, et on partage des trucs. Elle aussi elle dit, maintenant moi j'ai raté, je parle plus, parce qu'on sait qu'on emmerde les gens. Mais est-ce que vous avez eu des copains justement qui ont fait face à la maladie tout comme vous, et justement avec qui vous avez échangé à ce propos, à qui vous avez parlé de votre... Non, parce que j'ai un copain, un collègue proche, qui justement, moi quand j'ai dit ça, il m'a dit, mais Richard, il a ça. Donc j'ai appelé, mais lui aussi il était dans la bataille. J'aurais aimé qu'il me file quelques conseils, mais bon, lui, il menait son propre combat. Quand on se croisait, on parlait, comment tu vas, ça va. Bon, j'avais rentré dans le détail des choses, voilà. C'était comme ça. C'est de s'économiser, parce que on est nous dans notre propre souffrance, donc aller aussi gérer la souffrance du voisin, c'est... Voilà, il y en a un peu de reste, quoi. Je pense que c'est normal que chacun soit dans son couloir et essaye
franchir la ligne d'un but, quoi. Après, j'en avais un autre collègue, là, qui lui, plus âgé, l'avait déjà depuis un moment. Et là, on en parlait. Moi, chaque chimio, c'était une compète, hein, c'était un trail, hein, parce que moi, je fais du trail, hein, trail longue distance. Mais moi, je faisais des courses de 80 bornes au milieu de la nature, en autogestion, en autonomie. Donc oui, j'étais habitué à souffrir, à la fois physiquement et mentalement, longtemps. Voilà. Fait longtemps. Sur 7 heures de course, quoi. Alors justement, donc cette expérience que vous avez, est-ce que vous n'avez pas envie de la transmettre à d'autres, justement, pour les aider? Alors là, vos 2 collègues dont vous nous avez parlé précédemment, bon, ils n'ont pas souhaité en parler plus que ça avec vous, mais est-ce que vous maintenant, vous donnez de votre personne pour d'autres patients, d'autres personnes qui ont un parcours similaire? Oui, c'est pour ça que je suis à Espoir Pancréas, parce que, voilà, si je peux aider quelque part, mais moi, c'est juste un témoignage. Moi, je suis spécialiste de rien, hein. C'est pas parce que j'ai passé 7 heures sur la table d'opération que je suis un spécialiste du cancer du pancréas ou de quoi que ce soit, hein. C'est aussi pour ça que je le fais, parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens, c'est pareil, je vois ça avec la fin de vie de ma mère. Ça a duré très très longtemps. On a vécu ça avec mon frère, mais c'est pas pour autant que je suis spécialiste à la fin de vie, que j'ai un avis tranché, que je vais dire que je suis détenteur de la vérité vraie, quoi, hein. Donc, non, moi c'est plus être là, témoigner, filer des petites combines, justement la première chimio, comment ça se passe, pour les nausées, les trucs comme ça. Et puis, d'abord je parle facilement. J'ai la chance de pouvoir parler librement, j'ai pas de pression de... Si, je me suis dit, tiens, ça y est, tu es devenu mortel. Voilà, voilà. Et puis après, j'ai regardé vite fait sur Internet, j'ai tapé cancer du pancréas. J'ai vu les statistiques de mortalité, donc je me suis dit, ça y est, tu es arrivé au bout du chemin. Voilà, c'est comme ça. Il faut accepter. Et puis après, bon, quand on m'a dit que j'étais opérable, donc... Là, je me suis mis en mode bataille, et comme il y avait 20% de survie pour les personnes qui étaient opérables, je me suis dit, allez, on va faire partie de cela. J'ai fait mon petit calcul, je me suis dit, allez, 16 000, 20%, il faut que tu en fasses partie. Donc là, je me suis mis, j'ai fait une grosse préparation physique, hein, parce que moi, je suis sportif, et comme je savais que j'allais avoir des moments difficiles, la déchéance physique, perte musculaire surtout, parce que je voulais être autonome quand même, parce que j'avais vu les problèmes de perte d'autonomie pour les personnes malades, hein, parce que ma mère a été malade, donc je l'ai accompagnée, et mon frère, je l'ai accompagné jusqu'au bout, pour pouvoir encore se déplacer, pouvoir se soulever d'un lit, enfin ça, quoi. C'est moi qui me suis organisé. D'abord, rapidement, j'ai envoyé des SMS et j'ai appelé les personnes autour de moi. J'ai constitué mon équipe, quoi. Donc la pharmacie, le kiné, l'infirmier, la généraliste. Donc tout le monde a été mis dans le dispositif pour que je puisse moi maîtriser tout ce que je pouvais maîtriser, parce que la partie médicale à l'hôpital, ça on subit, donc il faut accepter. Donc là, je me suis laissé faire. Mais après, la partie, quand je reviens à la maison, comment je vis ma maladie, c'est moi je voulais avoir la main là-dessus. Je voulais avoir la main. Oui, c'est un petit budget, parce que moi, j'ai un coach sportif aussi. J'avais un coach sportif, voilà. Donc, non, puis après, j'ai fait appel à un acupuncteur pour me soulager le foie, parce que comme je savais que la chimio, c'était pas de la tisane, hein, et que le foie allait souffrir, et que le foie est une porte d'entrée pour les métastases, hein. C'est quand il est en position de faiblesse, c'est pas bon. Donc, et puis pour la partie diarrhée, la partie hémorroïde, en fait toute la partie inconfortable des chimios, l'acupuncture m'a paru quelque chose d'intéressant à tenter, et ça a marché. Ça m'a bien aidé à absorber tout ça, ouais. Là, j'ai découvert le yoga, le qigong, aquagym. Voilà. Et c'est là où on voit la différence entre les hommes et les femmes, hein. Parce que au yoga, il y a très peu d'hommes, hein.
au Qigong, on est 2 avec un collègue là, et l'aquagym des mecs, on est quoi? On est 3-4 quoi, sur un groupe de... Ouais, le samedi matin où on est 50, il y a... samedi dernier, on était 2 quoi, hein, donc voilà. Parce que tout ça aussi, on est toujours dans une société un peu viriliste. Moi, ça me fait peur. Parce que moi, je suis rugby, hein, donc moi, la virilité, j'ai pas de souci avec la virilité, mais je crois qu'il faut la notion de sport de fille et sport de garçon. Je trouve que ça a plus de sens. Parce que l'aquagym, c'est pas un truc de fille, le yoga non plus. Enfin, pour moi, hein, dans mon esprit. Après, peut-être que dans la majorité de la population, il y a le chemin est pas encore fait. Il y a du boulot, mais bon, du coup, on fait du yoga. Moi, rugbyman, vous m'auriez dit que j'allais faire du yoga, mais j'aurais rigolé. Puis je voyais ça de loin, mais c'est vachement physique. Au bout d'une heure de yoga, vous sortez, vous allez tomber des gouttes. Hein. Parce que nous, on fait ça le lundi matin de bonne heure, donc la semaine, on est marre la semaine, super quoi. Hein. Ça fait du bien et on ressort de là impeccable. Et l'aquagym aussi, c'est intense. Hein. Donc voilà, il y a de quoi. Et le sport est un peu à la base de tout. Hein. Moi, j'ai fait la dernière chimio en janvier 2023. Et en septembre 2023, je faisais une course de 10 km avec ma fille. Donc voilà, ça redémarrait là. Parce que il me tardait d'attendre le feu vert des toubibs. Donc dernière chimio en janvier, feu vert en juin pour reprendre le sport. Et en septembre, je faisais mon premier 10 km avec ma fille. On finissait la course. On s'était fait des t-shirts Fuck le cancer. Et voilà, et c'était le début de... On redémarrait quoi, on repartait. La relation au sport a quelque chose de salvateur, comme un nouvel ancrage du corps durant la maladie. C'est quelque chose qui revient assez souvent quand on échange avec des patients hommes. Le professeur Olivier Cusneau, urologue et président d'ANAMACAP, nous en parle. Alors, je dirais que l'orientation du sport, elle peut être vraiment variable chez les hommes. Peut-être aussi que ceux que vous avez vus, c'est ceux qui ont surmonté et qui sont, entre guillemets, impliqués. Beaucoup d'hommes sont quand même au départ effondrés. Il y en a beaucoup qui vont, au contraire, s'enfermer dans une certaine inactivité. Alors après, pour des maladies plus avancées, il y a des traitements comme les traitements hormonaux qui vont aggraver, entre guillemets, la fatigue et la difficulté de se mettre au sport, alors que c'est évidemment essentiel dans cette maladie. Et puis en effet, il y a des gens plus jeunes, plus dynamiques, qui prennent en charge leur maladie. Et c'est souvent ceux-là, en fait, qui vont avoir une activité sportive, qui vont, entre guillemets, même, je dirais, être promoteurs dans notre association, parce que ce sont des gens qui sont habitués au battant, au challenge, et donc ils vont être en première ligne. Voilà. Mais il ne faut pas, en effet, sous-estimer ceux qui sont abattus par cette annonce, ce diagnostic, voilà. Et ils ont besoin, justement, à travers l'association, des autres débattants pour les entraîner et les aider à surmonter. On le voit, on le comprend, la maladie dérange. Alors additionné à la pudeur des hommes et aux normes virilistes de notre société, parler publiquement de sa maladie n'est pas une décision commune ou facile pour les malades. Pascal Bataille, lui, a pourtant décidé de partager cette partie de sa vie et a affiché publiquement son cancer. Il est d'ailleurs ambassadeur du nouveau programme de dépistage précoce du cancer du poumon qui est lancé par l'Agence nationale de santé pour sensibiliser le grand public au dépistage précoce. En fait, je me suis dit tout de suite, j'ai un message à faire passer, il n'y a rien de honteux à être malade et voilà. En revanche, j'ai attendu pour ça de savoir un peu comment je réagissais au premier traitement, etc. Et parce que je voulais, pas par coquetterie, mais pour que le message soit positif, je voulais pas présenter une tête trop détruite et un visage justement trop meurtri pour que parce que j'avais envie de faire passer un message de combat, un message de positivité, voilà, d'espoir. Donc j'ai pas communiqué tout de suite, j'ai communiqué
au bout de 2 mois, quand au milieu du traitement de chimiothérapie et d'immunothérapie, alors on voyait que j'étais malade, j'avais perdu beaucoup de cheveux, il restait plus que les blancs, ces salauds qui étaient restés, ils voulaient pas tomber, et donc j'avais la tête toute blanche. J'étais un peu bouffi par le traitement parce que ça fait grossir, etc. Mais bon, j'étais pas, je faisais pas pitié non plus, voilà. Et donc là, je me suis dit, il faut y aller. Ça m'a semblé être une nécessité de le faire, parce que je pense que quand on a la chance d'avoir le porte-voix que donne la notoriété, si on s'en sert pas pour faire passer des messages utiles et positifs, c'est du gâchis. Et puis je pense que ça m'a aidé aussi de le verbaliser, aussi enfin, quand j'ai fait la première chose que j'ai faite, c'est une publication sur mon compte Instagram, en disant j'ai une vérité à vous dire. En tant qu'animateur, il n'y a que la vérité qui compte, c'est la moindre des choses. Et après, tout de suite, je suis passé dans l'émission de Faustine Bollard sur France 2. Et voilà. Donc, je connais beaucoup d'amis qui veulent pas communiquer, qui veulent pas en parler, qui veulent vivre ça, et c'est tout à fait seul en tout cas dans l'intimité, c'est tout à fait respectable et compréhensible. Moi, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que ça serve à quelque chose, tant qu'à faire, et j'ai eu, c'est vrai, des milliers de messages au fil des semaines, à la fois de soutien, ce qui fait beaucoup de bien, évidemment, mais aussi de gens qui me disaient merci d'avoir parlé comme ça, merci d'avoir dit que ça n'arrive pas qu'aux autres, merci d'avoir dit que on peut en guérir, merci d'avoir montré que vous aviez de l'espoir, etc. Parce que moi, ça m'en a donné, ou parce que mon père ou ma sœur qui a la même chose, eh bien, quand ils ont vu votre témoignage, ils se sont sentis moins seuls. Enfin bon. Et voilà, je pense que ça sert aussi à ça d'être un petit peu exposé quand même. On m'a dit, moi, à plusieurs reprises, a posteriori, parce que j'ai pas demandé l'avis de grand monde, à part quelques proches dont j'ai déjà parlé, mais on m'a dit a posteriori, mais tu n'aurais pas dû en parler, tu devrais pas en parler, ça va te porter préjudice, déjà par rapport à ton métier, tes employeurs, la chaîne qui t'emploie, si elle se dit que t'es malade, elle va pas te reconduire ton contrat, et puis voilà, tu donnes une impression un peu de manque de force, paradoxalement, en n'étant pas capable de l'assumer toi-même, comme si tu étais en train de te plaindre ou d'appeler un peu à l'apitoiement des gens vis-à-vis de toi. Donc on m'a fait ces réflexions là, et c'est vrai qu'on est confronté à ce regard-là je pense que l'homme est peut-être plus pudique parfois. On le sait. On sait, nous les hommes, que par exemple, vous, entre femmes, vous parlez de sujets souvent très intimes, beaucoup plus librement que nous, on ne le fait. Et parce que nous, entre nous, on est assez pudiques, voire complexés, voire complètement coincés à certains points de vue, que ce soit sur la sexualité ou sur la maladie, justement, ou les petits problèmes dont on peut souffrir. Et dont on a du coup le sentiment qu'on est le seul à souffrir, alors que finalement c'est très répandu. Et voilà, et je pense que il faut aussi peut-être faire quelque chose là-dessus. Moi, j'ai un père qui s'est suicidé, j'en ai souvent parlé, entre autres parce qu'il venait d'apprendre qu'il avait un cancer de la prostate, et que pour lui, l'idée de perdre sa virilité, parce que c'était il y a déjà un certain nombre d'années qu'on avait moins de moyens à l'époque de pallier ça qu'aujourd'hui, et heureusement qu'aujourd'hui c'est mieux. Mais voilà, l'idée de perdre sa virilité lui était insupportable, et ça a été vraiment un des facteurs. Bon, il avait certainement d'autres facteurs, mais ça a été un des facteurs déterminants, je pense, d'apprendre ce cancer-là. Voilà, je pense qu'il faut arrêter de considérer que la maladie c'est honteux. Même et surtout si on est un homme, je vois pas pourquoi la maladie serait plus honteuse chez un homme que chez une femme. Donc il faut arrêter de penser que dire j'ai mal c'est faire preuve de faiblesse, et que dire j'ai peur c'est faire preuve de manque de virilité et de manque de courage. Au contraire, je pense que le courage c'est de savoir dire j'ai peur ou j'ai mal à certains moments.
Et donc voilà, moi j'ai assez vite chassé ça. J'en profite pour dire, au-delà de l'aspect homme, genre homme, que de toute façon, le malade, il est très pénalisé dès lors qu'il dit qu'il est malade, que ce soit femme ou homme, par tout notre système institutionnel, les banques, les assurances. Dès que vous êtes malade, vous êtes un proscrit, vous êtes un banni. Et ça, il faut que ça cesse aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est malade, et aujourd'hui on peut vivre longtemps avec une maladie, c'est pas parce qu'on est malade qu'on doit plus avoir le droit d'être assuré, qu'on peut plus faire un prêt à la banque. Il faut bouleverser, il faut chambouler tout ça, parce que c'est double peine quand même. C'est non seulement vous êtes malade, voilà, et en plus on t'interdit de vivre, d'avoir accès aux mêmes privilèges, aux mêmes choses que les autres, alors que peut-être on a encore plus besoin que les autres, parce que tu sais pas combien de temps il te reste, et que ben voilà, si tu veux t'acheter un appartement pour pouvoir le léguer à tes enfants, ou j'en sais rien, pourquoi? Parce que tu as un cancer ou une maladie orpheline ou je ne sais quoi, on va t'empêcher de faire ça, parce que le risque est plus important. Ils gagnent pas assez d'argent comme ça, les assurances et les banques. Donc ça aussi, il faut au-delà du côté purement homme qui perd sa virilité, soi-disant en avouant que il peut avoir un petit moment où il n'est pas juste grand, fort et costaud. Je pense que globalement, il faut reconsidérer le statut du malade et arrêter d'en faire un être qui a moins de droits que les autres. La parole des hommes est malheureusement encore loin d'être totalement libérée. Pourtant, on le voit bien à travers nos témoignages. Parler et communiquer sur ses émotions, c'est primordial pour les patients. Cette préoccupation est au cœur de l'association ANAMACAP, qui a mis en place les cafés prostate, des temps conviviaux d'échange et d'entraide entre les patients du cancer de la prostate. À travers ces temps d'échange, les patients peuvent discuter avec d'autres patients qui résident à proximité, partager leur vécu, des informations, trouver du soutien et aborder sans tabou tous les thèmes qui les préoccupent. Patrick, dont vous connaissez déjà un petit peu l'histoire, est justement référent Café Prostate au sein de l'ANAMACAP. Pendant mon parcours de soins, j'ai été orienté vers la Ligue contre le cancer. J'y ai bénéficié de soins de support gratuits en tant que malade. Et ça, c'est des choses qui m'ont aidé. Le soutien de l'ANAMACAP, le soutien de la Ligue m'ont énormément aidé. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de devenir à mon tour bénévole pour ces deux associations, et bien pour venir en aide à mon tour aux autres patients qui se retrouvent dans la même situation et dont j'aurais bien voulu recevoir de l'aide de mes prédécesseurs. Alors je l'ai reçu à travers les associations, mais je ne connaissais pas de patients atteints d'un cancer dans mon entourage. La Ligue est fréquentée en moyenne à 90% par des femmes, et donc seulement à 10% par des hommes. Et ils cherchent à rééquilibrer et à ce qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les différents genres. Je suis maintenant le référent national pour l'ANAMACAP pour tous les cafés prostate. Et concrètement, quand on démarre un café prostate, je commence par me présenter, je présente mon parcours de soins et ensuite je donne la parole aux différents participants. Et là, quand chacun s'exprime, inévitablement, il y a des questions qui fusent de droite et de gauche. Ah, où tu vas? Comment ça se passe? Est-ce que tu connais un tel? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et en fait, il y a une conversation qui mêle un petit peu tous les participants, qui naît. Et une fois qu'on a fait le tour de table et qu'on a répondu à ces questions spontanées, je demande si quelqu'un souhaite que l'on mette à l'ordre du jour du prochain Café Prostate un sujet particulier. Et inévitablement, pour les nouveaux, ce sont les problèmes de santé intime. Parce que c'est incroyable les difficultés que ça pose. Et ce qui est incroyable aussi, c'est le manque d'absence de réponse à leurs questions de la part des professionnels de la santé. C'est la raison d'être des associations de patients.
Nous sommes des patients au service des patients. Nous avons connu les mêmes difficultés et nous sommes là pour les aider, pour leur faire connaître les solutions. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais encore faut-il les connaître. Jusqu'au jour où j'ai eu un appel d'une dame qui m'a dit, écoutez, moi j'ai pas de cancer de la prostate, mais j'ai eu 2 cancers, je voudrais bien venir en parler, échanger avec vous. Et je lui ai dit, écoutez, oui, venez, il n'y a pas de problème. Alors, j'avais un peu de doute parce que je me disais, nous, les hommes, entre nous, pour arriver à parler, on reste entre nous. Mais finalement, l'arrivée de cette femme m'a fait un bien fou parce que on a pu constater, elle s'est présentée, elle a présenté son parcours, les hommes qui étaient là se sont présentés, ont présenté leur parcours, et on s'est tous compris, on s'est tous entendus. Ce sont des cancers différents, mais le dénominateur commun, c'est le cancer. On était sur la même planète, dans le même monde. Et donc depuis, j'ai aussi d'autres dames qui viennent participer. Et finalement, je trouve que c'est une expérience intéressante. Et comme j'ai accès à l'Institut Bergonié, à la Ligue, et moins à la NAMACAP, mais j'ai accès à de la documentation, à des brochures sur tous les types de cancers, eh bien, j'étais hier soir à l'Institut Bergonié, c'est septembre turquoise, c'est le mois des cancers gynéco. Eh bien, j'étais hier soir à l'Institut Bergonié à une réunion a priori de femmes, mais j'y étais invité par des femmes d'autres associations qui m'ont dit, viens, tu verras, ce serait bien que tu sois là. Et donc, j'ai écouté, j'ai partagé, et donc, finalement, c'est le monde du cancer, le genre devient secondaire, finalement. Donc, on s'entraide par tous les moyens possibles. Alors, avant que les hommes soient pris en charge, encore faudrait-il qu'ils en expriment le besoin, puisque, comme je le disais, ils ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes. Nous avons une mascotte à la NAMACAP, c'est une autruche. Ne faites pas l'autruche. C'est vrai, c'est pas une solution. Ignorer le danger, ignorer ce qui nous arrive, c'est pas une solution. Ça va pas le soigner. Donc, secouez-vous, réveillez-vous, partagez. Sachez que dans tous les comités de la Ligue, il y a des soins de support gratuits, dont un soutien psychologique pour les patients atteints d'un cancer et pour leurs aidants aussi. Soutien psychologique gratuit. C'est à disposition, mais alors, il faut que l'information passe, mais après, une fois que l'information est connue, allez-y. Alors, j'ai quand même un message. Et là, c'est plus pour mes associations. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que je suis bénévole pour la NAMACAP, bénévole pour la Ligue contre le cancer. Je suis aussi bénévole pour France Asso Santé. Je suis représentant des usagers dans un hôpital, c'est-à-dire que je suis là pour défendre les patients, pour que leurs droits soient respectés. Et à ce titre, je voulais dire que ces 3 associations ont besoin de bénévoles. Les représentants des usagers, il n'y en a pas dans tous les hôpitaux. La Ligue contre le cancer a besoin de bénévoles. Et bien sûr, la NAMACAP a besoin de bénévoles parce que, comme je le disais tout à l'heure, les femmes ont tendance à se proposer. Les hommes, eux, ont tendance à mettre la tête dans le sable, les autruches. Et donc, les hommes, on a besoin de vous. Ce que l'on entreprend, on l'entreprend à l'échelon national, y compris dans les îles, dans les territoires d'outre-mer. Notre adhérent le plus loin d'ici est en Polynésie française. Et donc, on a besoin de créer des cafés prostates dans tous les départements possibles. Et donc, on a besoin de volontaires et de bénévoles pour ça.
Donc je lance un appel si c'est possible et si vous voulez bien le relayer. Parler du cancer chez les hommes, c'est lever le voile sur une réalité souvent minimisée, mais pourtant essentielle. C'est rappeler que se faire dépister, écouter son corps, demander de l'aide ou exprimer ses peurs n'est ni un signe de faiblesse, ni quelque chose à cacher. Au contraire, c'est un acte de courage et de soin envers soi-même. Alors que nous arrivons au terme de cet épisode, une chose devient claire. Mieux comprendre le cancer chez les hommes, c'est déjà commencer à changer les choses. En brisant les tabous, en parlant de prévention, en reconnaissant les émotions et les fragilités, on ouvre la voie à un rapport plus serein, plus humain à la santé masculine. Alors que ce soit pour soi, pour un proche ou pour la société dans son ensemble, chaque pas compte. S'informer, consulter, soutenir et partager. Cet épisode du Cancer et moi vous est présenté par Amanda Scott, réalisé par Marianne Jolin et Charlotte Lepage, mixé par Léo Westphal et produit par Géol Podcast. Merci à tous les intervenants de cet épisode qui ont accepté de nous partager leur quotidien et leur expertise. Merci particulièrement à l'association Anamacap pour leur aide sur cet épisode. Si vous voulez en savoir plus sur leurs actions et les prédispositions du cancer, rendez-vous sur leur site, le lien est en description. Enfin, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur nos plateformes d'écoute.